Les années 70 ont vu le cinéma, et particulièrement le cinéma de genre américain, s'éloigner du vieil Hollywood. Les cinéastes reconnus auteurs ont transformé le cinéma américain en suivant l'exemple européen. Et ils vont continuer au début des années 80. En se tenant toujours à l'écart des grands studios, certains auteurs vont marquer l'histoire du cinéma avec leurs œuvres horrifiques. D'autres vont réussir à imposer leur liberté créative au sein même des géants de l'industrie. Ces films sont aujourd'hui connus et reconnus en dehors des amateurs du genre. Stanley Kubrick est déjà bien connu du public et des critiques. Fâché avec les majors d'Hollywood, il va réaliser en 1980 un film mythique, Shining. Adaptation très libre d'un ouvrage éponyme de Stephen King, le film brille par son atmosphère angoissante. Come play with us, Daddy. Forever and ever and ever. Durant la décennie, beaucoup d'autres réalisateurs essayeront d'adapter Stephen King à l'écran, avec plus ou moins de liberté et surtout plus ou moins de réussite. Confinés dans un immense hôtel, en plein milieu de l'hiver, les personnages plongent dans des labyrinthes physiques et des labyrinthes psychiques, que ce soit la folie meurtrière du père ou les dons ésotériques du fils. Mais le plus marquant dans Shining, ce n'est pas le scénario ni l'interprétation, aussi mémorable soit celle de Jack Nicholson. Gonna hurt you. Stay away from me. Wendy. Stay away. Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. I'm gonna bash them right the fuck in. Mais bien le traitement de l'image. Les plans aériens, les travelling parfaits, les effets spectaculaires, le cadre maîtrisé. Le réalisateur joue avec la perception de l'espace et des dimensions, créant une atmosphère angoissante. C'est bel et bien le perfectionnisme de Kubrick qui va faire de Shining une œuvre du 7e art. Même année, autre film, autre ambiance. Maniac est un film dérangeant. Ce film nous présente les déambulations macabres d'un tueur en série. Ici, le réalisateur dissèque la psychologie de son personnage avec une mise en scène immersive. Volontairement gore et outrancier, il flirte avec la fascination envers les véritables tueurs en série qui semblent se multiplier aux États-Unis. Interdit d'écran pendant 1 an, il finira par sortir aux États-Unis avec la restriction la plus lourde, interdit aux moins de 17 ans. Avec les années 80, les tueurs et les slashers vont avoir la cote. Must be my imagination. 1980 sort Vendredi 13. Les moniteurs du camp d'été de Crystal Lake vont subir les assauts meurtriers d'un dangereux psychopathe. Premier film gore distribué par une grande compagnie, la Paramount, il bénéficiera de 7 suites uniquement pour les années 80 et 11 à l'heure actuelle. Les crimes de Jason et de ses acolytes ne sont plus à présenter aujourd'hui. Pourvu finalement d'un masque de hockey, Jason va invariablement tuer de façon originale chaque adolescent libidineux qu'il croisera. Rendus célèbres par Halloween quelques années plus tôt, les slashers et leurs suites ne vont pas arrêter de proliférer dans les salles obscures. Et ce sont aussi les années 80 qui vont nous offrir notre croque-mitaine moderne, Freddy Krueger. Sorti en 85, réalisé et scénarisé par Wes Craven, Les Griffes de la Nuit va finir de constituer le mythe des boogeyman. Reconnaissable entre mille, Freddy va hanter nos cauchemars. Grâce à ses dimensions oniriques, le film va pouvoir se permettre toutes les folies avec son monstre. Les scènes de meurtre sont inventifs et portées à l'écran par des effets spéciaux impressionnants. Un humour cinglant et une scénographie contrôlée. Finalement délaissé par leur créateur mais exploité à l'écran, Freddy, comme tous ses acolytes Myers ou Jason, connaîtra beaucoup trop de suites, plongeant ses boogeyman dans la médiocrité et la lassitude du public. Ces nouveaux monstres ne sont pas les seuls à hanter les années 80. Le loup-garou ressort du placard pour le pire et le meilleur. Les vampires ont toujours les crocs. Les fantômes crèvent l'écran
Et Romero nous offre alors une nouvelle version des zombies. Les vivants sont divisés en deux camps, scientifiques et militaires. Les monstres deviennent cobayes. Et au final, morts-vivants et survivants forment une seule et même humanité, vouée à sa perte. Le xénomorphe d'Alien revient nous tourmenter avec succès dans une suite qui, pour une fois, est aussi forte et pertinente que le premier volet. Achevant d'asseoir le personnage de Ripley comme l'un des personnages les plus badass de l'histoire du cinéma, ils feront de l'Alien et de Ripley deux protagonistes iconiques de la pop culture. Une autre créature venue d'ailleurs va aussi marquer le cinéma d'horreur. The Thing de John Carpenter. Grassement produit par la Universal, Carpenter se lance dans le remake de La Chose d'un autre monde, sorti en 1951. Le réalisateur et son équipe peuvent pleinement utiliser des effets spéciaux sophistiqués et exhiber à l'écran toutes les métamorphoses. Intelligemment, il va aborder les thèmes de la paranoïa et de l'organique. L'horreur prend de multiples formes, tantôt extérieures, tantôt intérieures, rendant le danger invisible et ne laissant au spectateur aucun répit. Même si ce film est bien évidemment un hommage à l'original, Carpenter va bien plus loin, faisant du danger et de l'horreur une chose non identifiable, mais frontale. Il va malmener le spectateur des années 80 qui s'attendait à un simple remake, et non pas à ce film étrange, choquant et pessimiste. Ceci explique en partie pourquoi le film sera un échec à sa sortie aux États-Unis, mais obtiendra un meilleur écho en Europe. Si The Thing nous montre entre autres comment nous pouvons perdre notre humanité contaminée par la chose ou pas, d'autres films vont questionner ce qui fait notre humanité. Dans les années 70, les créations de Cronenberg sont cataloguées par la presse et les studios comme étant perverses, et ses œuvres sont traitées comme de la pornographie. Mais grâce à La Mouche et à Scanners, Cronenberg, son body horror, va remporter un succès auprès du public et va pouvoir sortir du placard. Le body horror crée de nouvelles chairs. Les corps sont déstructurés, transformés, ils mutent. David Cronenberg va dans ces deux films mélanger avec malice la science et la fiction, en nous présentant la rencontre désastreuse du biologique et de l'horrible, exploitant nos angoisses les plus primitives et questionnant nos rapports à la technologie et au corps. Car le monde néolibéral et la technologie avancent vite, pour le meilleur et pour le pire. Les pays de l'Est se libèrent, le mur tombe, l'écologie n'est pas encore un problème, l'épidémie de sida fait des ravages, et en avril 86, l'impensable se produit. Le ghetto blaster laisse la place au compact disque, les ordinateurs entrent dans nos foyers, les petits et les grands découvrent les jeux vidéo, et les clips envahissent les chaînes de télévision. Une nouvelle ère de l'image peut commencer. Les outsiders du nouvel Hollywood sont maintenant connus et reconnus, et ils vont au début de la décennie pactiser avec les grands studios, tout en essayant de garder leur conception d'auteur et de développer leurs pattes graphiques et esthétiques. Pendant les années 80, les blockbusters et les grandes sagas font le bonheur des spectateurs et des studios. L'épouvante et l'horreur ont maintenant leur petite place dans tous les genres. Ils sont utilisés par les grands studios, plébiscités par les adolescents, et ils peuvent même fédérer les plus jeunes. L'horreur devient populaire, il ne fait plus vraiment peur, mais il fait vendre. La télévision est devenue un membre de la famille, et ça, les publicitaires l'ont vite compris. Les studios réalisent de plus en plus de séries, de pubs, de clips vidéo, et ils détiennent maintenant des chaînes de télévision entières. La télé trouve un compagnon de route, le magnétoscope.
Dès les années 80, la VHS va changer notre façon de consommer le cinéma, et encore plus le cinéma de genre. Les vidéoclubs pullulent partout dans le monde. Toujours sous les feux de la censure, les films d'horreur vont pouvoir trouver avec la cassette vidéo un nouveau médium, et permettre à des petites productions de trouver leur public avec plus ou moins de rapidité. Le Hollywood des années 80 va monopoliser les salles du monde entier, et va hélas faire baisser la production dans les pays européens. En Angleterre, c'est Clive Barker qui va nous ouvrir les portes de l'enfer. En 87, il réalise l'adaptation de son propre livre, Hellraiser, le Pacte. S'inscrivant dans un héritage gothique et fusionnant avec le body horror, Clive Barker nous livre l'histoire d'un artefact cubique ouvrant un passage vers un enfer. Le spectateur va faire la connaissance des Cénobites, créatures de cauchemar. Entre représentation religieuse et représentation BDSM, l'apparence de ces êtres fascine et terrifie à la fois. Ils représentent notre attrait malsain pour le mal, la recherche du plaisir et de la souffrance. Le réalisateur travaille le fantastique à même la chair. Il privilégie les chocs visuels et esthétiques au détriment de la narration. Hellraiser et son célèbre Cénobite nous ouvrent les portes d'un univers fascinant, véritable mythologie qui prendra forme au cinéma aussi bien que dans la littérature. Le cinéma italien reconnu dans le monde entier traverse une grave crise. Dario Argento continue malgré tout de faire de la résistance. Il poursuit son amour pour les sorcières dans Phenomena. Anch'io vi amo. Vi amo tutte. Il réalise Ténèbres, considéré par beaucoup comme le dernier giallo de qualité, genre qui sombrera dans l'oubli. Notons un autre film italien qui est encore sujet à controverse, Cannibal Holocaust. Véritable scandale à sa sortie, le réalisateur fut condamné par la justice pour cruauté envers les animaux. Le réalisateur mettra en avant la technique méconnue du faux documentaire. Il dut même prouver ensuite que les meurtres n'étaient que du spectacle cinématographique. Les différents scandales qui entourent ce long métrage font passer au second plan le véritable propos du film. Les journalistes ont perdu leur déontologie et les images versent dans le sensationnel. Film le plus cru jamais réalisé, il restera dans les mémoires, rarement pour le meilleur et hélas souvent pour le pire. I wonder who the real cannibals are. À l'inverse de ce cinéma réaliste, le genre peut aussi prendre un visage plus abordable. Le gore des années 80 va trouver un nouveau créneau. Le public plus ou moins adolescent friand de slasher va trouver son compte dans des productions qui exploreront trash et humour. Mr. West, I will be famous. Reanimator de Stuart Gordon. D'après une nouvelle du grand H.P. Lovecraft et faisant écho à Frankenstein, Herbert West va redonner vie à des corps, morceau par morceau. La première réalisation de Stuart Gordon est criante d'amusement. Tel un enfant qui joue, le réalisateur s'amuse avec les effets et les codes du genre. Sam Raimi est un autre réalisateur qui s'amuse. Ses premières créations sont des pépites de l'épouvante. En jouant totalement avec les codes et en créant des effets qui n'appartiennent qu'à lui, le réalisateur flirte avec le burlesque tout en installant une ambiance horrifique. Quelques années plus tard, Sam Raimi donne une suite à Evil Dead. Les nouvelles aventures de Ash Williams, interprétées par un Bruce Campbell inoubliable, font encore un pas dans l'absurde, et c'est avec le surprenant Evil Dead 3 que la série va clairement prendre un tournant humoristique. Bruce Campbell devient incontournable pour les connaisseurs. Les films sont des succès et Sam Raimi continuera de marquer le cinéma, touchant à tous les genres et à toutes les techniques. Les productions américaines des années 80 engloutissent toutes les autres, en inondant les cinémas par des films manufacturés et industriels, mais dont parfois ressortent des œuvres audacieuses et uniques. Profitant du talent des auteurs qui décloisonnent les genres, l'industrie va produire de plus en plus de suites, sans âme et vendre trop de pop-corn. Les publicitaires se serviront des nouveaux médiums pour faire des enfants et des adolescents les consommateurs de demain.
Mais c'est sans compter sur les artistes qui vont eux continuer de faire bouger le cinéma et continuer de faire le portrait horrifique de notre société. Les années 90 amèneront leur lot de déceptions, mais apporteront leur lot de révélations, nous montrant que l'horreur et les monstres sont partout.